Il y a seulement 5 minutes. Oui, oui, donc ça va aller vite, surtout si je peux arriver à... Voilà, donc c'est aussi une observation de SDRA et de véno-veineux, une petite fille de 3 ans, des parents apparentés, une nombreuse famille avec une histoire familiale lourde. Mais cet enfant, elle, n'a comme antécédent une atrésie pylorique opérée et une bicuspidie aortique quand même. L'histoire, elle est assez rapide, c'est une détresse respiratoire fébrile, 3 jours avant l'admission à l'hôpital, qui est justifiée donc par une détresse respiratoire fébrile et un emphysème sous-cutané et médiastinal radiologique. Elle est donc admise en réanimation pour cette raison. Elle bénéficie au départ, donc je vais vous montrer la radio après, donc d'une oxygénothérapie à haut débit, d'une oxygénothérapie nasale à haut débit, puis d'une ventilation non invasive qui rapidement, échoue cliniquement et qui justifie l'intubation retractale à la ventilation mécanique à J8 de l'admission. Voilà. On retient au départ le diagnostic d'optopathie communautaire à mycoplasme sur des arguments qu'on peut discuter, des IgM positifs, de PCR précoce négative, rien d'autre à se mettre sous la dent. Donc c'est un diagnostic qu'on peut discuter bien évidemment. L'imagerie à J8 à gauche, pneumopathie alvéolo-interstitielle diffuse, il y a troubles de ventilation associés, et puis l'image scanographique un petit peu avant qui montre donc une optopathie diffuse avec de la condensation, des troubles de ventilation segmentaire, et puis un emphysème médiastinal qui persiste, vous le voyez. J8 donc est intubé avec des critères de SDRA, un ratio PaO2 sur FiO2 à 135 initialement. Elle a un aspect donc échographique de cœur pulmonaire aigu, qui est attendu dans ce contexte-là. On n'est pas surpris outre mesure avec des pressions droites systoliques aux alentours de 60 mm de mercure. Et puis à J9, les choses se dégradent rapidement. L'hypoxémie se majore avec un ratio PO2 sur FiO2 inférieur à 50 pendant plus de 4 heures. Elle a des critères consensuels SRLF pour proposer en tout cas une ECMO véno-veineuse qu'on fait sur une avalone de 16 charrières, non pas de 16 French, pardon, pas de 16 charrières, heureusement, insérée par voie chirurgicale, qui a un tubing d'un quart, un débit de pompe de départ à 60% du débit théorique. Voilà, donc une canule qui marche, qui est en place, comme on le voit sur l'écho Doppler couleur, donc en dessous. L'évolution persistance d'une hypertension artérielle pulmonaire sévère, documentée en particulier sur la fuite pulmonaire, avec un ventricule droit qui reste dilaté, 2 changements de circuit d'oxygénateur, quelques épisodes de déplacement de canule, et puis surtout, on est confronté à de multiples échecs de sevrage de pompe, quelle que soit la stratégie utilisée, compte tenu de la très forte probabilité, on va le revoir sur le scan, d'une fibrose pulmonaire évolutive. Elle bénéficie, entre guillemets, donc de lignes de bolus, de fortes doses de bolus de stéroïdes, et voire même à titre compassionnel d'une injection d'endoxan. L'évolution, finalement, elle reste parfaitement monodéfaillante. Tout va bien pour le reste. Elle fait juste une PAVM à hémophilus. Le LBA en ECMO n'est vraiment pas contributif. On n'a rien à se mettre sous la dent, en particulier sur les éventuelles comorbidités sous-jacentes. Rien sur le plan immunitaire, rien sur le plan génétique. On a même fait de la génétique des protéines du surfactant qui est pas contributive. L'évolution, malheureusement, à quasiment 55 jours, on a un aspect radiologique compatible avec une fibrose pulmonaire majeure. Elle n'est pas éligible à la greffe pulmonaire, après discussion avec nos collègues. On discute même avec les têtes pensantes européennes et nord-américaines de l'injection de cellules souches mésenchymateuses. Vous voyez, on est allé loin dans notre réflexion. On avait du temps devant nous. Et puis donc, à 2 mois, malheureusement, d'ECMO véno-veineuse, décision de limitation des thérapeutiques actives et décès par décanulation. Et donc, la question nos questions étaient de savoir si nous avons bien fait, si nous n'avions pas été un petit peu jusqu'au boutiste. Donc quand s'arrêter dans ce contexte-là. Ma question aussi, c'était la valeur pronostique péjorative à distance d'un cœur pulmonaire persistant, avec des pressions pulmonaires en veineux qui restaient élevées, entre 45 et 65 mm de mercure dans le ventricule droit, en tout cas sur l'IT, qu'on pouvait quand même quantifier. Et puis, on s'est posé la question de la biopsie pulmonaire pour le diagnostic, bien évidemment. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est raisonnable dans un contexte d'ECMO véno-veineuse, même si les conditions d'anticoagulation sont plus modérées? Voilà, donc ce sont des questions qu'on s'est posées, nous, dans notre équipe,
Et je suis venu pour avoir quelques réponses, le cas échéant. Et pour quelle raison, enfin, je ne dis pas que je fais le faire, mais c'est juste par curiosité, pourquoi pas de greffe? Problème de gabarit. Les équipes de greffeurs pulmonaires adultes parisiennes ont dit non, trop petit. Même en monosegmentaire. Son âge? Elle avait 3 ans, 12 kilos. Voilà, c'est un problème technique auquel on n'a pas cherché à discuter. On a sollicité 2 équipes. La réponse était négative dans les 2 cas. Et sinon, sur le plan technique, proprement dit, enfin, ça nous est arrivé de faire des biopsies pulmonaires en ECMO, même véno-artérielle. C'est pas... On peut faire la chirurgie en ECMO, il y a la chirurgie digestive parfois, il y a c'est pas de la rigolade, mais il n'y a pas de raison. Si on pense que c'est nécessaire, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Maintenant, la rentabilité des biopsies pulmonaires en réanimation, il y a eu, je crois que c'est très controversé, il y a quelques données publiques. Oui, il y a des données publiées, en tout cas, mais sur l'apport diagnostique, en tout cas, il est assez élevé. Hein. En tout cas, on peut le faire. D'accord. Bon. Nous, nos chirurgiens ont été assez pusillanimes, on n'a pas non plus, lourdement assisté, mais voilà, c'est une question qui est restée en suspens. La rentabilité, quand le poumon est dans cet état-là à la fin, c'est probablement modeste, oui. Alors, on a l'histologie post-mortem, enfin, on l'a pas. On a le poumon post-mortem, mais ça fait 1 an que j'attends la réponse. Hein, donc, on n'est pas à Paris, on est au sud de Paris. Hein. Je pense que la biopsie aurait permis, en regard de la famille du contexte, de discuter la date. Plus précoce, oui. C'était ce qui sous-tendait ma question. On n'espérait pas effectivement la thérapeutique magique dans ce contexte-là, mais éventuellement anticiper une décision de limitation de la CEC, tout simplement. Oui. Élément pronostic. Et vous en avez tiré des éléments diagnostiques? D'accord. Oui. Au niveau macroscopique, en fait, le chirurgien qui était très très inquiet sur les états pulmonaires et la Ok. Quand c'est arrêté, c'est toujours compliqué. Hein. Parce que ceux-là, ils attendent tout seuls, ils sont des défaillants, ils font rien. C'est vrai que après, dans l'expérience de ces temps à l'époque, au-delà de 4-5 semaines, ça devient. Il y a des cas importants. Ah oui, il y a toujours des cas importants. Là, on était à 60 jours d'ECMO à l'arrêt. Oui. Nous, quand on discute la biopsie pulmonaire, soit c'est effectivement les nouveau-nés où on pose la question de ce qui se passe, donc c'est qu'elle a une réponse derrière. Après, c'est toujours difficile de dire, même si je tombe sur une fibrose étendue, est-ce qu'elle est étendue à tout le poumon? Est-ce que finalement c'est contributif dans ce sens-là? Est-ce que je vais arrêter parce que on a plutôt tendance à ne pas trop en faire finalement en disant que ça n'apportera pas d'éléments décisionnels, que c'est plutôt sur l'absence d'évolution, impossibilité de pouvoir baisser la FiO2, impossibilité d'avoir une évolution favorable sur le poumon de plusieurs semaines. une biopsie ce scanner. Le biais d'échantillonnage, il est peu vraisemblable, hein, il y en a partout. Ok, bon. Ok, on va terminer.